la suite et la fin avec nos chers invités, Pasteur Edo Komi et Credo TT. La production des phosphates a progressé de 18,6% en ressortant de 2 738 100 tonnes en 2018 contre 2 307 900 plus tôt. Selon le document, cette augmentation consécutive à la bonne tenue de la demande est portée par la hausse de 28,5% de la production du Togo et 14,1% des extractions au Sénégal. Voilà les chiffres Credo TT. Alors, le cours du phosphate à la hausse dans votre pays. Oui, dans notre pays, le Togo. Donc ça, c'est à féliciter, c'est à encourager. Mais moi, je voudrais qu'on contextualise le débat. Donc le phosphate, c'est beaucoup plus dans le veau, à Vaughan. Mais quel est le bénéfice pour ces populations? Et au même moment, il se passe des atrocités dans cette population-là, au sein de cette population. Donc, mais il faudrait qu'on essaie de contextualiser, qu'on nous donne des pourcentages en termes de production. Nous saluons cela, que le phosphate est prisé, le phosphate togolais est prisé, ça c'est une bonne chose. Et je ne crois pas que Togolais puisse être triste pour cela. Mais moi, je voudrais dire, donc on pourra, donc la rédaction même de New York pourra faire des efforts pour essayer de contextualiser le sujet. Parce que à Vaughan même, donc il s'est passé une énormité, une atrocité. Au même moment, on nous dit que le phosphate qui est extrait, qui est vendu dans la zone, à une certaine... Non, mais moi je dis que oui, ça c'est bon. Donc ça fait le visage du Togo. Non, mais ça fait le visage du Togo. Non, mais si tu as le temps le week-end, donc il faut aller visiter. Donc, et tu reviendras nous dire mardi prochain si les populations en tirent véritablement profit, même en termes d'infrastructures. Donc il fallait voir. Et est-ce que les infrastructures sont déjà existantes même? Donc il y a beaucoup de choses. Donc tout est discutable. Et il se passe des choses. Donc il n'y a même pas, disons, il y a des sentiments qui sont développés. Même l'étranger qui vient, qui veut faire sa loi vis-à-vis de ses habitants. Donc il y a des choses qu'on ne doit pas encourager. Certes, sur le plan international, ce sont des chiffres. Et ce sont des chiffres à encourager. Mais dans la réalité, dans le vécu quotidien de ces populations, où on extrait le phosphate là, où ce phosphate est à l'international, disons, adulé, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, nous avons vu les dernières informations avec les images vraiment choquantes et atroces que nous avons vues. Donc, on peut s'interroger là-dessus pour mettre en veilleuse ce pourcentage-là. Alors, Pasteur Edo, est-ce que le Togo est toujours deuxième ou troisième producteur africain? De toutes les façons, ce que c'est le Togo est parmi les 5 premiers. C'est le troisième, je pense. Le Togolais est en qualité comme en quantité. Il y a augmentation donc. Il y a augmentation, c'est une bonne chose. Quand on quitte 2 millions à 3 millions, c'est une bonne chose. Mais je crois que Credo a bien fait de planter vraiment le sujet, le contexte même, parce qu'on parle de phosphate. Je suis du milieu. Ce n'est pas seulement chez nous, mais dans Zior et puis dans Yoto. Donc, c'est les 3 préfectures. Bon, des lacs, c'est là où, à Kpemé, où on va juste purifier le truc, ça s'arrête là-bas. Il y a le bureau, il y a la direction générale, ça s'arrête là-bas. Bon, donc, les préfectures qui sont concernées, apparemment, souffrent énormément. Parce que les terres sont presque confisquées. Les terres sont confisquées, surtout à Vaughan, dans la préfecture de Vaud, les terres sont confisquées par l'exploitation du phosphate. Et les infrastructures ne suivent pas. C'est ces dernières années. Quand vous payez, par exemple, l'indemnisation pour indemniser les Chinois, c'est à 3 francs. Hein? C'est à 3 francs le mètre carré. 3 francs le mètre carré. Il a fallu que nous fassions des manifestations. Le mouvement Martin Luther King et l'association des sinistrés des phosphates, la CIPTO, des manifestations sur des manifestations dans la zone pour qu'on puisse monter ça à 6 francs le mètre carré pour l'indemnisation des terres. Donc, les infrastructures ne suivent pas. De l'eau potable, des écoles. C'est ces dernières années, je suis toujours lucide, ces dernières années où les efforts sont faits. Où on sent quand même qu'il y a quelques efforts qui sont faits, mais on se rappelle que le président Faure, en 2010, est allé dire aux populations justement qu'on va remblayer les terres déjà exploitées, on va les remblayer pour que les populations puissent servir des terres cultivables.
Mais malheureusement, ça a été dit publiquement. Mais à l'heure où je vous parle... Vous dites 2010. 2010. À l'heure où je vous parle, c'est des montagnes. C'est des montagnes de circonstances qui sont un peu partout. Des eaux usées qui sont là, que les populations rentrent dedans. Les jeunes, tout récemment, 3 jeunes, 3 écoliers sont morts dans les eaux là. Dans les eaux qui sont laissées par l'exploitation du pétrole. Donc c'est pour dire que ce chiffre c'est bon. Quand vous prenez le budget togolais, quelle est la part de phosphate? Vous prenez le budget togolais, quelle est la part de l'extraction du phosphate? Mais il faut aussi voir ça, parce que là c'est de l'argent. Et le phosphate togolais c'est de l'argent. Et ce qui a actuellement, qui est plus primé aujourd'hui, il y a un type de phosphate qui est aujourd'hui carboné. Le phosphate carboné est plus prisé aujourd'hui, plus cher. Mais c'est ce qu'on découvre dans les trucs de Joglakopé en allant, tout ça là, c'est ça. Mais est-ce que les populations en tirent profit? Non, pas du tout. Et je pense bien quand même qu'il y a un quota. Il y a un quota qu'on doit donner aux populations sur le plan local et sur le plan national pour tenir compte des infrastructures sociales. Est-ce que ça se respecte? Ça ne se respecte pas. Est-ce que les populations de ces préfectures sont vraiment représentés dans la structure. Quand on parle de l'emploi des jeunes, est-ce qu'il y en a? Non, on se contente seulement de faire des populations, des tâcherons. C'est des chefs traditionnels qui sont des tâcherons. Je le dis bien, des chefs traditionnels qui sont des tâcherons. C'est tout ce qu'ils peuvent, ils peuvent en bénéficier. Donc c'est dire quand même que la situation de l'exploitation du phosphate a fait beaucoup de victimes. Vous voyez, les gens de Vaud sont dans les autres préfectures pour aller à la recherche des terres cultivables, étant donné que les terres sont presque confisquées. Donc, ça n'a pas servi à beaucoup de choses. Maintenant, quand il y a de ces recettes-là, il faut qu'on verse ça dans le développement de ces milieux. Et Credo a parlé de la situation, parce que les petites terres qui restent en dehors de ce qui est exploité par pour le phosphate, les petites terres cultivables qui sont restées aussi sont dévastées, les cultures sont dévastés par les bœufs. Par les bœufs. Et vraiment, c'est pourquoi il a fait le lien avec ce qui s'est passé la dernière fois où une dame a été taillardée, son bras a été totalement, quand vous voyez ça, l'image est choquante. Aux dernières nouvelles, elle n'a pas pu. L'hôpital d'Afania n'est pas capable de pouvoir la prendre en charge. Elle est maintenant à l'hôpital à CHU de Corps. Donc c'est pour dire que ce qui s'est passé par rapport à ce que les populations vivent dans Vaud et que les troupeaux viennent détruire les cultures des petites terres qui restent, je crois que le peuple est sinistré. Les populations de Vaud sont vraiment sinistrées par rapport à l'exploitation du phosphate. Mais alors, c'est une bonne chose, je le dis bien, c'est une bonne chose parce qu'au Sénégal, il y a eu une baisse. Il y a eu une baisse de production. Au en Côte d'Ivoire également, et puis au Niger, le Togo est devant. Et donc le Togo est devant, qu'on utilise à bon escient. Les recettes des phosphates. Parce que le phosphate que le Togo produit est de qualité et le phosphate seul peut permettre au Togo de pouvoir réaliser beaucoup de routes et beaucoup d'écoles, non seulement dans les préfectures, surtout quand on est troisième ou deuxième producteur africain, mais sur toute l'étendue du territoire. C'est là où souvent les Togolais disent que il y a un ministre qui avait dit est-ce qu'on peut, quand on va chercher, c'est du sable, on ne peut pas vendre le sable et perdre. Donc, ce qui veut dire que, est-ce que on vendange, comment ça se fait à l'extérieur, comment ça se vend? C'est un peu c'est la problématique. Et donc, oui, augmentation, c'est une bonne chose, mais que cela profite aux populations, pas seulement de la localité, mais des Togolais. Mais il faut aller par étapes. Ça doit commencer par la localité. Oui, est-ce que les bénéfices sont perceptibles au sein des populations environnantes? Donc on dit non. On dit non parce que les milieux que le pasteur a cités, donc si vous allez dans ces milieux, c'est toujours c'est toujours la misère. C'est une denrée rare. C'est une denrée. Et quand vous voyez la souffrance même de cette jeunesse qui est méprisée même par les exploitants.
de cette richesse naturelle. Donc, vous serez écœurés. C'est vrai qu'on nous dise, que New World nous dise que le cours du phosphate est à la hausse, mais après... Non, ce n'est pas New York qui dit. Non, mais si je le dis, le New World, oui, c'est le New World qui porte. On fait une émission. Oui, non, je n'en disconviens pas. Mais en ayant choisi ce sujet, vous savez pourquoi est-ce que vous nous suggérez ce sujet-là. Et nous sommes en train de vous dire. Maintenant, s'il faut aborder ce sujet, il faut l'aborder sur l'aspect des bénéfices pour les populations. Pas nous dire seulement, nous donner les chiffres. Oui, les chiffres sont convaincants. À vue d'œil. On aurait pu nous dire qu'avec chiffres, on a conçu tel nombre d'hôpitaux. 10 d'hôpitaux. Oui, des infrastructures, des routes, des écoles. Mais on ne voit pas ça. Mais on nous dit qu'il y a eu... Peut-être qu'on est en train de penser à cela. Non, mais moi je crois que le sujet est assez intéressant. La première fois quand on a commencé, c'est dans les années 50, on a commencé pas... Dans les années 50, hein. Dans les années 50, on a commencé par exploiter le phosphate dans vos. Je te donne juste pour ta connaissance. Credo dit que le sujet est intéressant, la suite. Non, le sujet est tellement intéressant que nous devons, à travers nos analyses, essayer d'amener les premiers responsables, ceux qui sont concernés, à vivre les réalités des choses. Donc aujourd'hui, dans ces milieux, donc on a besoin, et avec tous les chiffres qu'on se fait derrière l'exploitation du phosphate, qui est prisé même à l'international, on peut rendre la vie assez aisée aux populations environnantes, aux autochtones. Qu'on ne le fasse pas. Donc nous, qui ne sommes pas de ces zones, ou bien qui ne vivons pas de ces zones, nous n'avons même pas d'excuses pour espérer des retombées certaines. Donc il va falloir essayer d'agir sur ces populations. Que les exploitants ou bien ceux qui gèrent, disons, ces ressources minières agissent positivement sur ces milieux. Donc il ne suffit pas seulement que leur compte en banque soit garni, mais il faudrait qu'on voit ça dans le quotidien de ces populations. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cela, que cette région soit délaissée? Qu'est-ce qui peut expliquer? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Donc, mais on dirait qu'il y a... la priorité est ailleurs. Peut-être qu'on voit cela comme ça, mais on met les sous là ailleurs. Non. Et qui profite. Non, mais moi je crois que c'est beaucoup plus. On reposera le problème sous l'aspect d'une volonté. De la vision. De la vision. Et lorsqu'on a même cette vision peut exister, mais lorsqu'on ne se donne pas cette mission de rendre ces populations environnantes à l'aise, donc on ne peut pas prospérer, donc on ne peut pas avoir des résultats. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est un bel exercice, mais je dis, on se réjouit que le phosphate togolais est très prisé, que c'est à hausse. Oui, ça, c'est à l'actif de notre pays. En tant que Togolais, nous en réjouissons. Mais au-delà, est-ce que dans le vécu quotidien, on sent ces impacts-là? Est-ce qu'il y a ces bénéfices? Donc on nous dira, certains peuvent gesticuler pour justifier ce qui n'est pas justifiable. Mais aujourd'hui, comme l'a dit le pasteur, je partage son avis. Donc, on aurait eu certains arguments sur ce plateau pour dire, voilà les bénéfices, les retombées sur les populations. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce n'est pas en passant, changer la toiture d'une vieille école qu'on dit, hein. Non, mais il faut construire des écoles. Il faut construire des hôpitaux. L'hôpital d'Afania, mais il faudrait équiper cela. Donc là, mais moi je crois que ceux qui tiennent les rênes de ces sociétés ne pensent qu'à garnir leur compte en banque, et les étrangers qui viennent travailler, voilà, ils s'enrichissent au détriment des populations. Donc il va falloir qu'on inverse la tendance. Et vous savez, avec l'exploit du Togo à l'international, même nous-mêmes qui sommes à Lomé, nous pouvons sentir cela réellement dans le panier de la ménagère. Mais on ne peut pas, du moment où le milieu immédiat est délaissé, qu'est-ce que nous pouvons attendre? Donc, certes, il y a une vision, mais il faudrait se donner une mission. Et lorsque on s'est assigné une mission, donc il faut développer des stratégies pour rendre cela. Et c'est vraiment misérable, c'est dommage que la jeunesse même de ces milieux environnants soit une jeunesse qui n'est plus de boussole.
qui n'est plus de boussole aujourd'hui. La seule option, la seule alternative, c'est que cette jeunesse-là revienne à Lomé pour faire le Zémidjan les jours et dorme dans les stations, disons, Sanol, au niveau du Carrefour, Bodjona, et repartent le lendemain, ils reviennent 2 jours après. Non, mais moi je me dis, est-ce qu'on peut construire l'avenir d'un pays comme ça? Donc il va falloir qu'on puisse agir sur ces côtés. Et il y a disons, tous les éléments sont là pour qu'on puisse prospérer. Donc, agissons. Et cet exercice que nous faisons sur ce plateau, nous n'invectivons pas du tout. aucune partie. Mais ce sont des réalités que nous vivons, que nous partageons. On peut agir sur ces populations-là. On peut agir sur ces milieux pour que la chose soit beaucoup plus aisée pour ces populations. Et ça sera à notre bénéfice à nous tous. Donc c'est tout ce que nous souhaitons. Alors, pasteur, dans votre précédent développement, vous avez dit que des efforts sont faits, peut-être que c'est un début de quelque chose. Oui, mais c'est un début tardif. C'est tardif, un début tardif, parce que... Mais il est finalement revenu sur mon qualificatif. Je remontais tout à l'heure. De la date de l'année d'exploitation du début 1950, déjà l'année 53, déjà on a commencé par exploiter le pétrole dans la zone. Le phosphate, oui. Le phosphate dans la zone. Pas le pétrole. Pas le pétrole du tout. le phosphate. Vous prenez Haoté, la ville minière, la cité du phosphate. Allez-y voir. Pour avoir de l'eau, vous allez voir des bidons. Alors, je ne sais pas, je n'invente rien. C'est des bidons que vous allez voir le matin. À 3h, 2h du matin, les gens prennent des bidons, des bidons et des bidons pour venir à la fontaine pour s'approvisionner. La ville minière, c'est-à-dire c'est la ville là qui est citée comme ville minière quand on parle de Haoté. Bon, donc, il n'y a pas d'hôpital de renom à Haoté. Celui de Vaughan, l'hôpital préfectoral, vous savez. Bon, donc, je crois quand même que c'est l'impact des retombées de phosphate sur ces populations qu'on ne voit pas. Mais vous prenez les impacts environnementaux. Oui. Il y a certains endroits, vous prenez Djoglakop et autres là, en allant, mais c'est il y a des dents jaunâtres ça a de l'impact négatif. Les dents sont jaunes. Les dents sont jaunes. Et l'eau que les gens boivent, tout ça, l'eau qui sont jaunâtres. Bon, donc c'est des situations difficiles pour ces populations. Et ils n'ont plus de terre aussi cultivable. Donc c'est des gens qui se débrouillent dans la descente, comment on l'appelle, la pente de ces collines artificielles là, qui sont sur place. D'autres essayent même de monter. Quand en allant, vous allez voir que des gens qui montent sur ces montagnes artificielles pour pouvoir cultiver. Et donc la situation est très grave, ce que les gens vivent. Et il y a quand même les députés, je me rappelle, c'est en 2010 ou en 2011 quand même, il y a les députés qui ont voté quand même une loi concernant les pays, les localités où quand même il y a de l'extraction. Les richesses sont exploitées. Donc il y a un pourcentage qui doit aller à ces populations sur le plan local. Bon, tout ça là, est-ce qu'on respecte tout ça? Donc on vient ça c'est des chiffres qu'on vient donner. Mais sur le terrain, qu'est-ce que ça donne aux populations? Mais ces chiffres vont sans doute contribuer à quelque chose. Non, mais c'est peut-être, vous avez parlé tout à l'heure que les priorités sont la sécurité, par exemple. Les priorités sont ailleurs. Ben, si tel est le cas, on a pris des terres aux gens où les indemnisations, les ristournes sont insignifiantes, les ristournes sont minables par trimestre. Des fois, même quand on donne ça aux gens, les gens pleurent. Les gens pleurent quand on leur donne leur ristourne par trimestre. Parce que ce qu'on vous donne, ça ne servira même absolument à rien. Je dis, je n'invente rien, les gens pleurent. Et les papiers sont là, d'indemnisation sont là. Bon, donc, comme nous le disons, nous ne sommes pas en train de critiquer pour critiquer. Mais nous partons des réalités sur le terrain. C'est de la misère. C'est de la misère de ces populations dans ces préfectures. Et ça ne doit pas être ainsi. Parce que, n'ayant plus de repères, les jeunes n'ont plus de repères, parce que la préfecture est essentiellement agricole. Mais les terres sont privées, les terres sont occupées par l'exploitation. On devrait quand même, en principe, faire autrement à ces populations-là pour qu'elles puissent exister. Mais malheureusement, elles sont un peu partout au Ghana, dans les autres préfectures, pour aller à la recherche des terres cultivables. Donc, c'est bien, vous avez bien fait même de poser, au départ on se disait, ce sujet-là, est-ce que ça vaut la peine? Mais ça nous a permis quand même d'aller, ça nous a permis, oui, de dire la situation.
de ne pas caricaturer, mais de décrire la situation que les populations vivent. Et je crois que ça doit parler aux dirigeants. Je le répète encore, ces dernières années, on sent quand même que et ils ont pris conscience de la chose et qu'ils essayent de faire quelque chose sur le terrain. On peut voir l'électrification de certains cantons, de certains villages, ce qui est une bonne chose. Parce que mais il faut continuer. À l'époque, c'était seulement à hauteur où il y avait une partie, c'est la cité. Hein. À l'époque, il y avait que la lumière à la cité. Le reste du village, parce que là, c'est la cité où logent les fonctionnaires de la société. Donc, il y avait de la lumière à la cité, mais les villageois, il n'y avait pas de la lumière. Donc, c'est avec le temps qu'on a élargi, qu'on a étendu la lumière. Donc, vous voyez quand même que c'est de la discrimination. Et donc, il va falloir quand même qu'on revoie, qu'on ait une vision, qu'on ait la volonté de pouvoir relever ces préfectures-là, de pouvoir relever ces localités. Et ce n'est pas seulement le propre du Togo, justement. Ouais. Ce n'est pas le propre du Togo. Quand vous prenez les autres pays aussi, des autres pays où il y a les ressources minières. On a souvent parlé du Nigeria. Vous prenez de RD Congo, la Guinée. Ouais. Donc, on se demande pourquoi ce que Dieu leur a donné devient source de malédiction. Les richesses les bénédictions que Dieu leur a données deviennent source de alors, malédiction. Je voudrais faire ce rapprochement pour dire que ça, c'est le propre de l'Afrique. Parce que c'est rare de trouver les localités minières où apparemment il y a quand même un niveau de vie élevé. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi on a choisi ça. C'est la mauvaise gouvernance, la corruption, la caisse, les comptes des gens sont garnis. Vous savez ce que les gens gagnent. Un directeur général de l'OTP, par exemple, SNPT, gagne. Quand vous voyez le truc, c'est époustouflant, c'est vertigineux. Alors, Credo Tété, le gouvernement et surtout le président de la République sont attentifs aux cris des populations. Peut-être que l'émission va servir à quelque chose. Non, je crois que en réfléchissant sur cette thématique que nous avons décriée a priori, et je crois que ça pourra amener nos acteurs, nos responsables du pays à être plus regardants. Non seulement dans ces préfectures, mais dans d'autres préfectures. Oui, l'extraction. Donc il y a d'autres ressources. Le fer manganèse. Oui, le fer de Bandjeli. Donc je crois que le Togo regorge d'assez de ressources. Donc il va falloir qu'on puisse avoir redistribuer même, oui, donc il faudrait plutôt mettre en place une politique qui puisse voir les premiers bénéficiaires jouir des retombées de ces exploitations-là. Donc c'est une émission Regard croisé est très bien suivie et nous pensons que nos réflexions ne sont que des angles de vue, des propositions, des réflexions, que ceux qui ont aujourd'hui cette amabilité, ce devoir de diriger ce pays puissent également aller sur ce terrain de réflexion comme nous sommes en train de le faire et de placer l'humain au centre du développement. Donc c'est tout ce que nous leur disons. Certes, il y a des efforts qui sont faits, il y a des efforts qui sont constatables sur le terrain, mais on peut mieux faire. Alors, pasteur, votre carton vert, vous pouvez me le donner, je vais le donner à Credo Tété, ou bien vous le donnez en tout cas, cela en même temps. Je voudrais, vous savez, que Credo, c'est un journaliste que je connais il y a longtemps, qui est dans la profession, au jour le jour, il s'améliore. C'est pourquoi d'ailleurs, le débat, j'aime toujours faire le débat avec lui. Hein. Le débat est bien suivi. La semaine dernière, il m'a dit, grand frère, je vais à Cotonou pour t'apporter quelque chose. Il me l'a apporté et je crois que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il m'a pas dit ça. Moi. Ah non, ben tu n'es pas encore dans je suis dans petit son intimité. pour le moment. Non, mais lui c'est le petit frère, vous c'est le grand frère. donc je suis très... Il nous a honorés. Et je crois bien qu'il faut quand même lui décerner ce carton vert et qu'il honore le Togo au sein de cette association-là, parce que je crois qu'il le mérite. Il le mérite. Et donc, mon carton vert, c'est à lui. Bravo à toi, félicitations. Merci pour l'amour que tu as pour cette profession.
même si des fois certaines de tes analyses ne me plaisent pas. Ça c'est normal. Ne me plaisent pas. Et peuvent ne pas plaire aux téléspectateurs. La vie. Peut-être que lui, il n'est pas viscéralement. Non, la vie, c'est la vie. Politique française. Hein, c'est la vie. La vie, c'est la vie. Alors, Claude Tété, c'est quoi concrètement en 1 minute? Parce que Pasteur Edo a parlé, nous, on ne sait pas, on ne sait pas. C'est quel prix ou bien c'est quelle distinction ou quoi? Non, je ne parlerai pas de prix ni de distinction, mais c'est un engagement au service de la presse panafricaine. Parce que aujourd'hui, vous savez, dans nos milieux ruraux, il y a un souci d'électrification. Donc, il y a plus de 5 ans, nous étions dans cette dynamique avec une agence de la CEDEAO créée pour faire la promotion de l'énergie hors réseau, l'énergie solaire. Donc là, 5 ans après, nous avons fait le bilan et la CEDEAO a récupéré ce projet et nous étions conviés à ces assises de Cotonou, la presse panafricaine qui a été, ce n'est pas seulement les pays de la CEDEAO, il y avait également, disons, le Cameroun, il y avait le Tchad, d'autres pays qui ont vu ce projet s'implanter dans leur pays après des ateliers nationaux, comme le Togo l'a déjà connu. Donc, c'est la politique de l'énergie dans une dimension, disons, panafricaine. Et là, comme on doit aller sur un terrain de sensibilisation, de plaidoyer pour nos milieux ruraux, donc on s'est dit que le professionnel des médias a les outils nécessaires pour amener les décideurs à s'ancrer dans cette logique. Donc c'est en ce sens que la CEDEAO a pensé à mettre en place ce réseau des journalistes du ROGEAP et sur le terrain, le choix a été porté sur ma modeste personne pour jouer le rôle de la vice-présidence, et la présidence est confiée à la Gambie, à un confrère gambien. Nous sommes dans cette dynamique depuis plusieurs années et je voudrais rapidement dédier, dont je ne parlerai pas de succès parce que les objectifs sont toujours là, donc nous devons, les défis sont existants, mais je voudrais à travers, disons, cette nomination à l'échelle internationale, dédier cela à toute la presse togolaise et surtout à cette presse privée togolaise qui fait beaucoup d'exploits avec des moyens assez limités. Et c'est dire également que le travail de la presse togolaise est apprécié à sa juste valeur. Et je formule le vœu qu'après mon mandat, qu'un autre Togolais puisse également aller, pourquoi pas, à la présidence. Et je crois que c'est un engagement moral pour moi de travailler à ce que, après mon mandat, qu'il y ait une relève sur le plan international. Donc, nous le disons, nous travaillons dans des situations assez précaires. Et vous permettez également, ce n'est pas du ping-pong, mais je voudrais féliciter et encourager le pasteur Edo Komi parce que nous étions de l'autre côté des frontières. Nous avons vu comment il a défendu cette vieille dame de 80 ans qui a été expropriée de sa maison. Donc, je crois que ce sont des thématiques qui écœurent. Donc, que la voix des sans-voix soit entendue par nos autorités et qu'on cesse ces phénomènes de repartage des terres par des gens avides de gains faciles. Merci. Et félicitations à vous, Credo Tété. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Le Médium. Merci également à Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. On se retrouve donc la semaine prochaine, c'est promis, mardi précisément. Merci également à vous. À très bientôt.